Bonjour à tous et bienvenue sur cette nouvelle émission. Pardon, excusez-nous, un petit problème technique, ça arrive. Comme je le disais, bonjour à tous et bienvenue sur cette nouvelle émission d'entrée des artistes. Aujourd'hui, accompagnée de notre chère Élise, qui est revenue et qui va mieux. J'explique, Élise était un petit peu souffrante, c'est pour ça qu'elle n'était pas là ces derniers temps. C'était il y a longtemps de là, ça non ? Oui, mais... j'étais malade la semaine dernière ? Non. Oui, Ça va beaucoup mieux, bon, merci tant mieux. beaucoup. Mais je t'en prie, on est toujours ravis de te retrouver avec nous. Et aujourd'hui, nous recevons, là c'est le matin, on est très fatigué. Où tu veux, pardon, en fait. Oui, donc on est vraiment dans les conditions du direct. Alors nous recevons aujourd'hui, Pardon, excusez-moi, en fait, aujourd'hui c'est un peu spécial parce que j'ai la console devant moi, donc je vois tous les boutons qui s'allument, ça fait très bizarre. Nous recevons donc aujourd'hui Gaël Biodano et David Macquart qui viennent nous parler de la nuit où Laurier Gaudreau s'est réveillé. Bonjour. Bonjour Gaël, bonjour David. Bonjour. Comment va ? Comment allez-vous ? Ça va, un peu essoufflé. Mais reprends ta respiration, David. Speed, mais c'est le nom de la radio. Voilà, tout à fait. il est dans le mood de l'émission, Disons que David. je suis très chaud, vous voyez, vous m'avez fait faire du sport là ce matin. Ah, mais bon, ce matin, il est quand même 11h quand même. On est encore. Je suis comédien. Oui. Ah oui, c'est vrai que oui. Le matin pour les comédiens, c'est à partir de 14h, c'est ça. Donc vous venez nous parler aujourd'hui tous les deux de la pièce La nuit où Laurier Gaudreau s'est réveillé, qui se joue en ce moment à Paris au théâtre Tristan Bernard. C'est tout à fait ça, Voilà. du mardi au samedi à 21h. Lequel de vous deux veut pitcher le spectacle ? Gaël, David ou David, je te laisse reprendre ta Gaël, respiration. Elle est très habituée, elle fait toujours la Alors Gaël, vas-y. En fait, ce qui est très pitch-nous. compliqué pour pitcher cette pièce, c'est qu'en fait, il faut en dire un peu, mais pas trop, parce que Bien tout sûr. réside dans le secret. Alors, si j'avais à résumer en quelques mots, je dirais que c'est l'histoire d'une famille qui se retrouve au moment du décès de leur mère autour du cadavre, puisqu'il y a clairement un cadavre sur le plateau de la mère, et que ça va être un moment où tous les non-dits vont remonter à la surface et un énorme secret de famille va voir le jour. Voilà, j'ai envie de dire, c'est un énorme secret de famille qui ressort au moment du décès de la mère, au moment où toute la famille, la fratrie est réunie, la fratrie qui est composée de 3 frères et une sœur. Voilà. Alors, pendant que tu nous faisais ton petit speech, Yael, notre chère et adorable Mélina est arrivée. Elle est des nôtres. Vous êtes venu en vélo, Il Mélina ? Presque. Tout aussi essoufflé. Ça. Voilà, C'est, tout aussi essoufflé que David. Vous combinez bien tous les deux. Ça se mérite de faire Speed Radio. Ah, mais c'est surtout que, voilà, non, mais c'est déjà merci à vous d'être venus, j'allais dire aussi loin, oui, un petit peu, on peut le dire, mais pour parler d'un aussi beau spectacle. Je ne sais pas si j'ai bien pitché d'ailleurs, parce qu'en fait c'est très résumé, mais en fait on pourrait en dire un peu plus. C'est-à-dire que pitcher cette pièce, c'est vraiment extrêmement difficile. C'est un exercice pour nous qui l'est depuis le début. Et effectivement, à t'entendre, je me suis dit, tiens donc, Comment on va faire ? les gens vont se dire, tiens, ah oui, oh là là, ça doit être joyeux ce spectacle. Mais c'est très. Enfin, il y a beaucoup de rire, mais on va en parler aussi, Oui, parce bien qu'en sûr. fait, comme dans toutes les situations dramatiques, je pense qu'on a tous connu des situations dramatiques à plus ou moins grande échelle. C'est à ce moment-là où, en fait, on a vraiment besoin de soupape, et c'est là où on a les plus gros fous rires, c'est là où il y a les situations les plus rocambolesques qui se mettent en place. Et en fait, parfois, c'est totalement en décalage avec la situation, mais on a besoin de ces moments de rire, et grâce au personnage de la belle-sœur, puisque en fait il y a cette fratrie, mais il y a aussi le personnage de la belle-sœur qui est un peu la pièce rapportée et qui est un peu l'élément aussi drôle de la pièce, qui crée vraiment ce décalage. Il y a des moments de rire, il y a ces moments de soupape, de... Il y a... Oui, l'un des deux frères pardon, aussi. vas-y, La David, belle-sœur et les 2 frères. Enfin, C'est finalement, ça, chaque ouais. personnage, même le mien, on parlera peut-être un peu de mon personnage, mais qui n'est pas forcément le plus drôle de la pièce, mais la drôlerie, elle naît parfois de la situation. La situation, la tension dramatique de cette pièce fait qu'il y a des situations, des moments, des mots qui prêtent à rire, qui, sur le papier, ne le sont pas forcément, mais c'est ce qu'il faut dire, ce qui est important à pitcher, c'est que le personnage joué par Gaël Biodano, qui était avec moi, Mireille, est thanatopractrice. L'importance de ça, ça situe le lieu aussi, elle vient, et ça c'est pas un secret, pour s'occuper du corps de sa mère. Elle lui a promis, et donc ça commence sur ce postulat. C'est aussi pour ça que nous sommes dans une morgue. Et que cette famille va pouvoir
se retrouver autour du corps de la mère alors qu'ils n'ont rien à faire là, normalement. Normalement, non. Et encore moins le personnage de Mireille qui n'est pas revenu dans sa ville depuis combien Depuis des décennies. Depuis en des fait, décennies. Enfin, elle est revenue très brièvement 10 ans plus tôt pour le décès de son père, mais en fait, c'est vrai que le point d'entrée de la pièce, c'est Mireille, puisque ça commence par un monologue de Mireille qui explique qui elle était et ce qu'elle faisait petite fille, et ça va déclencher que ce teasing sur que s'est-il passé la fameuse nuit où Laurier Gaudreau s'est réveillé, et paf, on rentre tout de suite à ce moment-là dans le vif du sujet, cette période actuelle où justement, comme le disait David, elle est thanatopractrice. Donc pour ceux qui ne savent pas ce que c'est, ce sont des personnes qui sont là pour s'occuper des morts, d'embellir les morts et de les rendre beaux, en fait. Bah, c'est même la star des thanatopractrices. C'est pas c'est facile dur à à dire. dire. Je l'attendais. Nous, on a pratiqué. On a beaucoup pratiqué. C'est une star des thanatopractrices, c'est-à-dire que c'est quelqu'un qui embaume les rockstars, le pape, le les pape. chefs d'État, donc les plus grands de ce monde. Elle est devenue star dans son métier, et on comprend aussi à la fin de la pièce pourquoi elle a choisi ce métier. Et son but, c'est de réparer, d'apporter du beau dans cette période compliquée, donc d'embellir les morts. Et elle revient dans sa ville natale pour embellir et pour rendre belle sa mère à ce moment-là. C'est pour ça qu'elle revient dans cette petite ville qu'elle a fui des dizaines d'années auparavant à cause de ce secret de famille dont on ne peut pas parler, parce qu'il s'est passé quelque chose qui a déclenché un drame familial qui a impacté chaque membre de cette famille, et on le voit aussi, on le comprend en voyant l'attitude de chacun des frères. On comprend combien chacun a été impacté, façonné par ce drame familial qui a eu lieu des décennies auparavant. Et on comprend aussi pourquoi Mireille a fui ce petit village, et aujourd'hui elle y revient par nécessité, alors qu'autrement elle ne serait jamais revenue. Et c'est même elle qui convoque ses frères à la morgue. Parce qu'à la base, comme tu l'as dit, David, ils n'ont pas à venir à cet endroit-là. Alors oui, c'est ça. Disons qu'ils sont présents, évidemment, puisque leur mère vient de mourir, et ils savent que Mireille est revenue, mais ils n'ont pas à être présents dans cette pièce, autour du cadavre de la mère. Voilà, et on aider... y entre contre... Il y a un personnage qui est joué par Margot Vandenplass, Megan, qui est une jeune thanatopractrice, qui normalement est censée faire ce travail, et qui se retrouve confrontée devant sa star, qui est Mireille Larouche, qui elle est la star des thanatopractrices, et ensemble, elles vont travailler sur le corps de la mère. Mais nous, on entre un peu dans cette morgue... sans vraiment y être invité, j'ai envie de dire, mais voilà, mais on y reste. Et C'est vous y restez d'une manière assez intense. On va rappeler que c'est une pièce québécoise écrite par Michel-Marc Bouchard, que certains peut-être de nos auditeurs connaissent parce que c'est l'auteur de, notamment, c'est peut-être sa pièce la plus connue, Tom à la ferme, et plein d'autres d'ailleurs. Les Muses-Orphelines, c'est très connu aussi. D'ailleurs, dont tu avais joué le spectacle à Paris, justement, il y a quelques années. Absolument, ce spectacle a une résonance particulière pour moi et pour le metteur en scène, Didier Bringard, parce qu'il y a 20 ans, jour pour jour, nous jouions les Muses-Orphelines au théâtre Tristan-Bernard, dans le même théâtre. Alors, c'était pas le même directeur à l'époque. Il y a des gens qui sont encore là, comme Béatrice, notre directrice, mais voilà. Donc moi, c'est un anniversaire. En plus, moi, c'est vraiment un rendez-vous qui est plein d'émotions 20 ans plus pour tard. moi, grâce à Gaël, qui a réussi à nous réunir et à faire que Pascal Guillaume, notre producteur, qui même me suit, nous produise dans ce théâtre dont il est aujourd'hui. Et Tcholélé Productions. Et Productions, ça bien sûr, on parlera des producteurs, mais en tout cas, voilà, le Tristan Bernard, ça vient de lui. C'est un petit, voilà, on va dire que c'est un peu un retour. C'est un peu comme fait Mireille, elle revient aux sources. Ouais. Ouais. Mais ce qui est intéressant aussi, et ce que tu mentionnais, c'est vrai, c'est une pièce québécoise, et c'est important aussi parce qu'il y a une écriture québécoise. Alors même si c'est une traduction européenne, puisque Michel Marc maintenant fait des adaptations qui sont peut-être un peu plus audibles par rapport à pour des Français, parce que s'il y avait trop cet accent québécois, peut-être qu'on ne sait pas. En tout cas, c'est son choix d'avoir fait une adaptation européenne. Mais ce qu'il faut dire, c'est que dans l'écriture, on sent ce côté québécois, c'est-à-dire le sens d'apporter de la comédie dans le drame. Et vraiment, ça, c'est assez anglo-saxon, on le retrouve. C'est parce que ça, tu sais, avant les Muses-Orphelines, en fait, le choix qu'on avait fait à l'époque, c'est de jouer la pièce dans la langue québécoise, sans l'accent, bien sûr. Alors qu'avant 2004, les pièces de Michel-Marc Bouchard, comme les pièces de Michel Tremblay d'ailleurs, des grands dramaturges québécois, étaient traduites. C'était Noël Renaud d'ailleurs qui s'en chargeait souvent, mais il y avait une vraie traduction, ce qui était d'ailleurs presque un affront, je trouve, parce que on sait qu'ils sont plus francophones que nous parfois. Bien sûr. Mais on peut comprendre parce que par exemple dans les Muses-Orphelines, il y a des anglicismes que nous on avait supprimés, ou certaines tournures de phrases qui vraiment étaient incompréhensibles. Mais du coup maintenant, Michel Marc a décidé de signer des adaptations
européenne de ses pièces, où il retire quelques formules qui pourraient être vraiment incompréhensibles. Mais donc là, nous, on joue dans la langue de l'auteur, sans accent, bien sûr, parce que ce serait ridicule. Mais ça donne, du coup, quelque chose de très particulier. La langue est poétique et le spectateur adore ça. Les critiques adorent ça aussi. Ça a été la grande surprise. C'était qui tout double. Les gens auraient pu trouver ça malvenu de faire ça. Mais non, vous verrez, quand vous viendrez voir le spectacle, il y a quelque chose de très particulier dans la langue aussi. Ça dégage une poésie. C'est très imagé, le québécois. Et du coup, ça donne aussi une particularité à ce spectacle. Et pour l'avoir vu, Mélina et moi, nous l'avons vu ensemble, là où c'est très fort, c'est que si c'était pas indiqué géographiquement, on pourrait penser que ça se passerait n'importe où. C'est une pièce, en fait, justement, grâce à la traduction, entre guillemets, qu'a fait en version européenne Michel-Marc Bouchard, ça pourrait vraiment se passer dans n'importe quel lieu, ça pourrait même se passer dans une petite ville de France, n'importe où en Europe. Et là est le talent de l'auteur, c'est-à-dire qu'en fait, ces pièces, s'il n'indiquait pas vraiment de lieu ou de ville précise, ça pourrait être totalement international. Ça pourrait être une ville n'importe où dans le monde. Une petite ville, en l'occurrence. Là, c'est important que ce soit une petite ville et que ce soit au fin fond d'un endroit quand même. Oui, que ce soit pas dans des grandes villes comme Paris, New York ou des choses comme ça, bien sûr. Au sujet, à ce que ça raconte et sur la difficulté, ce secret à cacher, il faut quand même que ce soit dans un endroit un peu reculé. Où en fait un petit village, tout le monde sait tout sur tout le monde. Bien sûr, c'est ça. En fait, chacun s'épie. Enfin, ça c'est quand même important. Mais en effet, ça pourrait être dans n'importe quel pays, clairement. En tout cas, ça parle à tout le monde. Vous savez pourquoi ça parle à tout le monde? Déjà parce que c'est la famille. Tout simplement, c'est un thème universel et Michel-Marc Bouchard est un grand écrivain de la famille. Il n'écrit pas que sur ça, mais souvent. Et il a ce sens incroyable pour écrire des histoires et souvent des secrets de famille. Il le dit dans la préface du livre d'ailleurs, qu'il est obstiné par ça. Je m'obstine, le secret, oui, je m'obstine, la vérité, je m'obstine. Mais il maîtrise ça tellement bien, c'est incroyable. C'est la famille et c'est la mort aussi. Oui. Qui reste un thème qui, même s'il nous effraie, en même temps, il y a une espèce de fascination. Donc, Et c'est fou parce qu'en fait, nous, les Occidentaux, on a un rapport à la mort qui est particulier aussi, alors qu'il y a dans d'autres pays ce rapport aux morts, au corps, vraiment à la présence de la mort. C'est plutôt quelque chose qui n'est pas vécu comme quelque chose de dramatique, ou même d'assez terrifiant visuellement, mais au contraire, c'est quelque chose de beau, c'est quelque chose qu'on accompagne. Ton personnage le dit d'ailleurs. Oui, il y a des rituels, enfin vraiment, il y a des rituels où au contraire, ce n'est qu'un passage et que toute la famille soit autour de cette mère défunte et l'accompagne, c'est au contraire vécu dans certains pays ou dans certaines civilisations comme quelque chose de beau. En réalité, et plutôt de lumineux, et non pas quelque chose de sombre et de triste. Oui. Et ce qui m'a beaucoup fait rire aussi lorsqu'on a vu ce spectacle, c'est que selon le membre de la famille, les réactions sont pas les mêmes. On va rappeler vos partenaires, donc Gaël, David, on a parlé de Margot tout à l'heure, il y a la belle-sœur jouée par Marie Montoya qui est absolument excellente, le Benjamin Penamaria qui est le dernier frère qui arrive c'est le dernier arrivé, il arrive dans la deuxième partie, mais alors quand il arrive, on le remarque. c'est le coup de tonnerre. C'est le coup de tonnerre. Et celui qui m'a fait rire autant, qui m'a touché, c'est Julien Personnaz, dans le rôle du frère. Oui, je suis content de vous entendre dire ça, parce que c'est là où on dit, bon, évidemment, le personnage de Marie Montoya, Chantal, qui est mon épouse, amène vraiment l'humour, j'ai envie de dire, c'est le bon sens près de chez vous, c'est une espèce de nature, comme ça, en plus, elle défend ce personnage incroyablement, c'est une rencontre, on a tous rendez-vous avec nos personnages sur cette pièce, on peut en reparler, mais bon, Marie Montoya avec Chantal, c'est une certitude, mais il y a aussi de l'humour amené par le personnage d'Eliott, joué par Julien Personnaz, dès le début. C'est important. Sinon, c'est insupportable. Et lui, souvent dans le théâtre de Michel-Marc Bouchard, il y a ce personnage, c'est un peu le pendant d'Isabelle dans Les Muses orphelines, qui amène une naïveté, une douceur, une vérité, une sincérité, quelque chose de beau, de pur, et qui contrebalance avec la situation. C'est vrai que lorsqu'il arrive, on a l'impression que oui, c'est j'allais pas dire le vilain petit canard, mais celui qui est un petit peu en retrait, qui est un petit peu timide. On pourrait même penser qu'il est un petit peu handicapé dans sa tête, mais pas du tout. C'est vraiment de la timidité, et on découvre au fur et à mesure du spectacle pourquoi il réagit de telle ou telle manière. Lui, c'est la victime collatérale la plus difficile, parce qu'il était tout petit quand le drame est arrivé, quand ce secret de famille, quand notre histoire, quand notre vie a basculé. Lui, il est tout enfant, donc il a à peine connu sa grande sœur, par exemple. Et puis surtout, c'est ses frères qui ont
été très présents et qui, moi, notamment mon personnage, j'ai pas toujours été un très bon exemple. Voilà. Et en fait, ce qui est fou, c'est que dans le personnage de Elliot, donc joué par Julien, c'est vrai que on s'aperçoit combien les secrets de famille et les non-dits peuvent impacter quelqu'un même sans qu'il le sache. C'est-à-dire combien en fait des secrets et des non-dits se transmettent à travers simplement l'énergie, l'ambiance, dans cette espèce de cocon familial où il a été certainement esselé, laissé de côté parce qu'il fallait justement sauver les personnes qui avaient été directement impactées. Mais finalement, lui, il a été certainement peut-être encore plus impacté que les autres. Parce qu'il a grandi dans un mensonge. Ouais. Et parce qu'il a vécu, c'est lui qui a vécu avec leur mère jusqu'à la fin, parce qu'ils vivaient ensemble. Et il y a des moments qui me font assez rire avec son personnage, c'est qu'il peut dire des choses, mais d'un humour absolument noir et terrible. Et il dit cette fameuse phrase, je dis ça pour exprimer un malaise. Ouais. Et c'est ça qui est excellent, c'est que, en fait, ça peut être malaisant ce qu'il dit, mais ça fait rire. Moi, j'ai vu la salle rire à des choses qu'il dit qui sont un peu malaisantes et qui dit, je dis ça, et il dit, mais d'une manière très naturelle. Je dis ça pour exprimer un malaise. Oui, parce qu'il ne pense pas à mal. Oui, ça permet d'évacuer la tension. C'est aussi une manière de l'exprimer. C'est jamais un humour méchant ou destiné pour. Chez lui, c'est juste pour. Pareil, pour évacuer. C'est ça. Chacun fait de son mieux pour accueillir ce poids là qui vient se poser sur les épaules. Et c'est très révélateur de ce qu'on peut, enfin chacun de nous peut vivre. On dit parfois il y a des gens qui se sentent mal à l'aise parce qu'ils ont ri à un enterrement, mais voilà, c'est tout le monde. Les larmes, c'est pas accessible forcément enfin voilà, c'est pas le mode de communication plus facile pour tout le monde. Et c'est beau aussi d'amener ça, je trouve, de montrer que on réagit chacun comme on est, comme on peut, avec ce qui nous tombe dessus, quoi. Et ce que tu dis, c'est très juste, parce que d'ailleurs, parfois, il y a des salles dans le public, on sent qu'au début, ils hésitent à rire. Ils ne savent pas s'ils ont le droit, entre guillemets, de rire sur des choses. Ou pas. Parce que c'est vraiment... ils se disent... ça peut être un peu borderline des fois. À la mort, peut-être le côté un peu judéo-chrétien parfois aussi, ou en tout cas un peu de morale, de ce qu'on a le droit de faire, pas de faire, vis-à-vis de quelqu'un qui est décédé. Et en fait, c'est vrai, dans la situation, au début, ils ne savent pas. Alors, il y a des salles qui très, très spontanément rient tout de suite, mais alors vraiment à gorge dépouille, et vraiment parfois, et même à des moments, plus le drame avance, il y a des moments où les gens continuent à rire. La soupape. C'est fou, quoi. C'est fou, c'est rire à des moments où on annonce même le secret. C'est fou. Et puis parfois, d'autres salles qui sont très attentives, on sent que de temps en temps, ils lâchent un petit rire, mais... C'est plus pudique. Oui, c'est un rire genre... C'est pareil, on se regarde quand on est spectateur, parfois on s'écoute, on se regarde. Moi, ça nous est arrivé à tous. Parfois, on rit à certains spectacles, à des choses, les gens se disent pourquoi ils rient. Donc on s'écoute un peu. C'est un peu comme dans les petits villages aussi. On se regarde, il y a ça et ça. Alors, ce spectacle, c'est une aventure. On embarque le spectateur sur vraiment quelque chose d'extrêmement fort. On a des silences parfois, je ne veux pas faire de mauvais jeu de mots, de mort, mais vraiment on a des silences incroyables, une qualité d'écoute. Même nous, c'est arrivé samedi, on a vécu un moment mais bouleversant. Samedi soir ou samedi après-midi? Samedi soir. Ah mince. Zut, on est plus trop tôt nous. Vraiment, mais c'était merveilleux samedi aussi après-midi. En plus on adore les matinées, enfin il n'y en aura plus pour l'instant, mais on adore les matinées. Mais c'était samedi soir, il y a eu comme ça, il y a des moments, je vous assure, pour nous on a envie de pleurer d'émotion nous-mêmes au salut, tellement le spectateur est avec nous. Il s'est passé quelque chose de particulier samedi soir, c'est que vous qui avez vu le spectacle, mais ça tease justement les gens qui ne l'ont pas vu, donc il faudra venir voir. Bien sûr. Il y a une image finale. Vous voyez cette image oui. Voilà. Oui. Et là, silence. Silence religieux. Silence, rien. Wow. Jusqu'à la dernière note de musique, il n'y a pas eu un applaudissement. Enfin, c'était complètement incroyable. Et tout d'un coup, après... applaudissements. Pardon, je suis encore sur l'émotion de mais c'est vrai, parce que cette image finale que les gens découvriront quand ils viendront voir le spectacle, elle raconte quelque chose aussi. C'est cette photo là. Et là, il n'y avait pas un son. Il y avait pas. Ouais, j'imagine bien. Alors que d'habitude, les spectateurs commencent à applaudir à ce moment-là. Là, rien. Oui, parce que c'est vrai que la fin, sans spoiler toujours, bien sûr, on ne sait pas si on est encore dans la pièce. Ou si, là, ce sont les comédiens qu'on a face à nous et qu'on applaudit. On ne sait pas si c'est encore la famille qui est là, ou si c'est Gaël, David, Benjamin et tout, qui sont face à nous, ou si ce sont les personnages. Ouais. Et c'est vrai qu'il n'y a que quand la musique finale s'arrête qu'on sait où on est. On ne peut pas le savoir avant, ce n'est pas possible. Et pareil, toujours sans spoiler, mais ce qui se passe avant
les projections, parce qu'il y a de belles choses aussi qui se font dans la mise en scène, qui sont projetées à l'arrière, qui sont projetées devant, c'est très beau, et on est vraiment ancré dedans jusqu'au bout, mais vraiment jusqu'aux dernières secondes du spectacle. Et c'est vrai qu'à la fin, quand on voit la projection finale, toujours sans spoiler, on est comme ça. Ok. Alors on était à la radio, vous le voyez pas, mais il a la bouche ouverte. Oui. Mais d'ailleurs, je sais pas si tu te souviens, quand on est sorti, je t'ai dit, je savais pas trop comment je me sentais, je savais pas quoi dire. Je suis restée un petit moment dans un état comme ça d'entre-deux. Alors, pour te donner un secret, après le spectacle, puisque Gaël et moi on se connaît un petit peu, je suis resté un petit peu pour attendre Gaël. Je n'ai pas parlé pendant 5-10 minutes. Je ne pouvais pas dire ce que j'ai pensé du spectacle parce que je lui ai dit, faut que je prenne le temps d'encaisser ce que je viens de voir. On nous dit beaucoup ça. D'ailleurs, pour nous, c'est merveilleux, on va pas se mentir, le théâtre, c'est ça. C'est ça pour moi, le théâtre. Mais c'est ça, parce que vous transmettez des émotions au public qui peuvent faire que chaque spectateur lambda peut se reconnaître dans une situation, dans un personnage, dans une réunion de famille, dans un décès, dans des secrets qui se révèlent au fur et à mesure. Et c'est ça qui est excellent dans cette pièce, c'est que, même si c'est une pièce québécoise, c'est pour ça que je dis qu'elle est internationale, c'est que n'importe qui peut se reconnaître dans les personnages que vous interprétez, et c'est pour ça qu'on n'arrive pas à dire vraiment ce qu'on ressent à peine sorti. Il faut vraiment prendre le temps, et c'est aussi le talent de cet auteur. Michel-Marc Bouchard, c'est un grand dramaturge francophone. Il faut vraiment le souligner. Étrangement, c'est en France peut-être qu'il est le moins joué. C'est quand même étrange, mais parce qu'il est traduit dans 30 pays, il est joué en permanence. D'ailleurs, il y a une mise en scène en ce moment au Japon de l'Agneau Laurier. Oui, en Allemagne. Et il a toute l'année des mises en scène des Muses Orphelines, Les Feluettes, qui est une de ses premières pièces, est à l'opéra en ce moment. Enfin, c'est un immense auteur. On le salue parce qu'en plus, c'est vraiment un cadeau pour des acteurs. Les partitions sont toujours au cordeau. Vous savez, il est rare aujourd'hui d'avoir des si beaux textes en main. Bien sûr. Vous allez beaucoup au théâtre et vous partagerez avec moi le fait qu'on est souvent déçus par l'écriture, même si les comédiens se battent comme ils peuvent parfois avec des textes. Et les auteurs francophones, contemporains, vraiment qui sont encore aussi productifs et qui écrivent, c'est des cadeaux pour nous. C'est des cadeaux. À jouer, c'est jubilatoire. Nous, on a un plaisir. Malgré ce sujet, vous n'imaginez pas le plaisir qu'on a à jouer. Ah mais on le ressent tout à fait. Ça là-dessus et même vis-à-vis de nous simples spectateurs. Là, on est entre pros entre guillemets, mais vraiment entre simples spectateurs. C'est vraiment un plaisir de découvrir ce spectacle. On va marquer notre première pause musicale et on revient dans quelques instants avec nos chères chroniqueuses et nos invités de choc. À tout de suite. Nous sommes de retour sur Entrée des artistes, toujours accompagnés de Yael Biodano et de David Macquart qui viennent nous parler du spectacle La nuit où Laurier Gaudreault s'est réveillé au théâtre Tristan Bernard du mardi au samedi à 21h, je répète. Mélina, toi qui as vu le spectacle avec moi, tu vas pouvoir en parler aussi bien que moi, voire même mieux. Écoute, le micro est à toi. Merci. Je ne vais pas parler que de ça d'ailleurs, puisque figurez-vous qu'en préparant ma chronique sur cette pièce, j'ai fait quelques recherches et j'ai découvert des choses étonnantes concernant les rituels funéraires. On en parlait un petit peu tout à l'heure à travers le monde et les cultures. On reste dans le morbide donc. Oui, mais voilà, il y a aussi de la joie là-dedans. Je vais vous en partager quelques-uns que j'ai trouvés particulièrement inattendus. Par exemple, saviez-vous qu'au Tibet, au terme d'une cérémonie faite de chants et d'encens, le corps du défunt est découpé, mélangé à de la farine d'orge, du thé et du lait de yak avant d'être offert aux vautours. Lait de yak que vous pourrez bien sûr trouver dans le rayon cuisine du monde de votre supermarché à côté de la peau de couille de zébu et la poudre de perlimpinpin, si le cœur vous en dit. Non, plus sérieusement, c'est une manière de faire en sorte... Peut-être ma pensée, elle n'est jamais mangée au Tibet, moi. C'est une manière en réalité de faire en sorte que le corps retourne à la nature. Autre ambiance au Ghana où les enterrements sont de véritables fêtes. Les familles les plus aisées célèbrent donc les morts en leur confectionnant des cercueils des plus fantaisistes qui doivent représenter le défunt, son métier ou sa passion. Une tradition qui est née après qu'un jeune charpentier a décidé de fabriquer pour sa grand-mère décédée qui rêvait de voyager un cercueil en forme d'avion. Voilà. Et là, je suis sûre que vous êtes tous en train de vous demander quelle forme vous aimeriez pour votre cercueil. Ça commence à se faire aussi en Europe. Oui, de plus en plus, j'ai vu ça aussi. Il y a un type qui a créé ça avec de la pub et tout. On imagine en tout cas assez facilement une cérémonie funéraire à l'Élysée avec tout un tas de cercueils en forme de flûte et de pipeau. Moi, allez, c'était cadeau. En le tout petit cas, c'est la Mélina gratos
C'est bizarre parce que gratos, non. Parce que d'habitude, c'est Élise qui dit ce genre de truc. Je crois qu'Élise influence un peu sur moi. En tout cas, moi, je voudrais un arc-en-ciel, si jamais. Wow. Dernier petit exemple, dans un tout autre genre encore. Dans une province d'Indonésie, les défunts sont momifiés et restent ainsi chez eux pendant plusieurs mois, voire plusieurs années, le temps que la famille puisse rassembler l'argent nécessaire aux funérailles, puisque ça coûte très cher. Et pendant tout ce temps, ils interagissent avec la personne décédée comme si elle était encore vivante, plongée dans le coma, d'une certaine manière. Une fois la cérémonie funéraire effectuée, le cercueil est ensuite transporté dans une niche, une cavité creusée dans la falaise. Vous voyez, il y a quand même plein de choses, tout un tas de rituels, en tout cas à travers le monde. Et c'est un sujet finalement assez passionnant, car il nous montre tout un tas de manières de percevoir et d'appréhender la mort. Nous voilà donc plongés dans le vif du sujet pour parler de la nuit où Laurier Gaudreault s'est réveillé. Quel titre énigmatique. N'est-ce pas ? C'est vrai, il amène d'emblée à se poser 2 questions. Qui est ce Laurier Gaudreault, qui doit forcément avoir un rôle important, puisqu'il est quand même dans le titre de la pièce ? Et surtout, que s'est-il passé cette fameuse nuit où il s'est réveillé ? Bon, car on imagine bien qu'il n'a pas juste eu envie de faire un petit pipi, Laurier Gaudreault, encore que il pourrait, à cette occasion, avoir trébuché sur ses chaussettes roulées en boule au milieu de la chambre, s'être fracassé le crâne sur le coin de lit qui avait déjà vu périr plusieurs de ses orteils, et bim, game over, Laurier Gaudreault. Mais bon, pas de quoi tenir 1h40 sur scène non plus. Je crois que ça aurait tenu 40 secondes, perso. Non, en réalité, ce qu'il s'est passé cette nuit-là, et que je ne vous révélerai évidemment pas, est bien pire que ça, et franchement impossible à deviner. Même lorsqu'on commence à avoir quelques éléments de contexte et que l'on apprend par exemple que Mireille était dans sa chambre cette nuit-là, on est encore bien loin du compte. Parce que oui, il faut savoir que Mireille, personnage principal de la pièce, avait un hobby des plus insolites, pour ne pas dire carrément flippant, quand elle était adolescente, puisqu'elle se faufilait discrètement dans les maisons autour de chez elle à la nuit tombée pour y observer les gens à leur insu. Et parmi eux, vous l'aurez compris, il y a le fameux Laurier Gaudreault. Aujourd'hui, Mireille continue à observer les gens à leur insu, pourrait-on dire, dans leur sommeil d'une certaine manière, sauf que plus personne ne devrait a priori se réveiller puisqu'elle est devenue thanatopractrice. Bravo. Et attention, je le redis, et même une thanatopractrice réputée. Mais attends, thanatopractrice. Voilà. Oui. Bravo. Je me mets des propres challenges dans mes chroniques. Et elle ne se contente donc pas de regarder ces corps endormis pour l'éternité, elle les prépare pour la cérémonie mortuaire, les rend le plus vivant possible finalement à l'aide de tout un tas de techniques, de produits et de manipulations que l'on ne s'imagine absolument pas. Ce qui donne d'ailleurs un côté très didactique à cette pièce, puisqu'elle nous plonge dans un métier dont on parle peu, et pour cause, il touche tout de même au plus gros des tabous de notre espèce, la mort. Alors c'est sûr, tout ce contexte pose une atmosphère assez particulière, pour ne pas dire glaciale par moments, dans cette salle d'embaumement aux murs couleur crépie, d'où l'on nous sort quelquefois pour nous plonger dans une nuit d'encre sur laquelle la neige tombe en silence. Surtout que Mireille, qui a fui sa ville, on le disait, sa ville natale et sa famille 30 ans plus tôt environ, est revenue spécialement pour embaumer un corps, et pas n'importe lequel, celui de sa mère. Sa mère qui a d'ailleurs laissé quelques surprises en partant, et qui va étonner toute la famille réunie autour de sa dépouille. À cette occasion, Mireille retrouve ses 3 frères et en même temps quelques fantômes que tout le monde aurait certainement préféré laisser dans le placard. Et la tension de ce huis clos ne fera alors que grandir jusqu'à cet enchaînement de révélations qui va littéralement vous scotcher à votre fauteuil. C'est une pièce que j'ai trouvée très déstabilisante, dans le bon sens du terme, car elle nous emmène à des endroits que nous n'aurions pas soupçonnés. Elle prend le temps d'installer une ambiance, un climat de trouble que l'on ne rencontre pas si souvent au théâtre et qui nous fait nous accrocher aux rires qui nous sont assez régulièrement offerts, comme on se cramponnerait à une bouée en plein milieu de l'océan. On sent bien que la situation n'est pas normale. Les non-dits envahissent très rapidement la scène, les liens qui se dévoilent peu à peu entre les personnages laissent entrevoir les braises qui se changeront plus tard en un véritable brasier qui ravagera tout. Mais oui, au beau milieu de ce champ de mine, on rit aussi beaucoup. Surtout, on le disait, avec le personnage un peu pestouille de la belle-sœur, qui va de moins en moins mâcher ses mots, et celui de ce frère dont les comportements pleins de naïveté sont parfois en décalage total avec la situation. C'est donc par toute une palette d'émotions que l'on passe, avec laquelle on repart aussi de cette expérience théâtrale troublante que je vous encourage à aller découvrir. Et pour les plus angoissés de la mort d'entre nous, je terminerai par une citation d'Albert Einstein qui ouvre à d'autres perspectives. « La mort n'est pas la pire chose de la vie. Le pire, c'est ce qui meurt en nous quand on vit. » Bravo, Mélina. Mélina, on peut vous emmener avec nous dans toutes nos promos. Avec joie. Ah ouais, non, vraiment. Alors non seulement David arrive en retard, mais il débauche mes chroniqueuses. En retard, j'étais pile à l'heure déjà. Non, parce que ce que je voudrais... Mélina va rester tous les soirs après le spectacle, elle va faire la critique sur scène. Voilà. Non, ce que je voudrais juste ajouter, parce qu'on se le disait en off là, pendant la pause, c'est que
c'est un sujet qui peut, là, quand on en parle, a priori, faire peur. Les gens n'ont pas forcément envie de se confronter à ça, parce que, comme on le disait, la mort, c'est un sujet qu'on aime bien voir de loin, voir, ne pas voir. Mais c'est super intéressant parce qu'on en sort grandi, ça nous fait aller, je le disais, dans des endroits où on n'a pas l'habitude d'aller, puisque ça nous parle de mort, mais de famille aussi, de non-dits, de mensonges. Et c'est des thématiques qui nous touchent tous et toutes, et je pense que d'aller à leur rencontre, c'est aussi une manière de j'en perds mes mots. De les désacraliser, peut-être. De les désacraliser et puis de s'offrir une possibilité de mieux, j'allais dire, les accueillir, ou en tout cas... de rire de ça, peut-être. Oui, et puis même de se rendre compte qu'on peut l'exprimer de plein de manières. Exactement, c'est ça, en fait. On a eu des gens, je n'en parlerai pas personnellement, mais même sur la création, qui ont été confrontés au deuil récemment. Et je vous assure que cette pièce les aide à faire le deuil, et ne serait-ce que de parler de ces sujets. Le théâtre aborde rarement sans doute ce sujet, mais il l'aborde parfois, et c'est très courageux de la part de cet auteur. Et c'est vrai que le spectateur joue son rôle plein, là, en venant nous voir aussi. Il fait partie de l'aventure, il est avec nous, et on parle après, nous, de ce sujet qui est tabou dans nos sociétés. Et moi-même, je suis en train de changer mon regard sur la mort. Je vais être confronté, sans doute, j'ai 50 ans, j'ai été peu confronté au deuil, mais je sens, mes camarades m'ont aidé là-dessus, ça aide certains. Il y a des spectateurs qui viennent d'avoir un deuil récent, une maman, un papa, c'est très dur de perdre son père ou sa mère. Et ça les a aidés d'en parler. Parfois non, parfois c'est très dur, il faut attendre quelques jours, mais c'est ça aussi le rôle du théâtre. Vous voyez, voilà, ça n'est pas que du divertissement. Ah, mais on est tout à fait d'accord là-dessus. Donc déjà, première chose, je savais pas que tu avais 50 ans, je pensais que tu avais à peu près le même âge que moi. Bon, je les ai pas tout à fait, mais j'ai 49, je devance. Oui, mais je pensais que tu avais le même âge que moi, et j'en ai 38. Donc pour te dire, tu es plus jeune que tu ne le parais. Écoute, merci, et ce que je voulais dire sur... Merci. Oui. Et ce que je voulais dire, c'est que oui, c'est vrai que le thème de la mort est quand même souvent abordé au théâtre, mais pas d'une manière aussi personnelle, aussi frontale et intense. On se retrouve autour d'un corps quand même. Qui est présent sur scène en plus. C'est pas qu'on fait que en parler, il est présent. On peut pas tourner les yeux, on peut pas l'éviter, c'est là, c'est devant nous. Mais on en ressort, juste à ajouter qu'on en ressort troublé, mais pas plombé. Et ça, c'est bien sûr que non. Non. Oui, voilà, c'est vrai que c'est important de le souligner, parce qu'il ne faut pas que les gens aient peur de se dire, oh là là, on va être complètement déprimé en sortant. Non, puis on rit beaucoup, encore une fois. Mais parce qu'on se raconte tous nos histoires après. Moi, du coup, je connais toutes les histoires d'enterrement où on a tous des fous rires. Enfin, ça arrive, c'est très fréquent, parce que c'est obligatoire, sinon c'est insupportable. Et même dans l'immense tristesse, les familles se retrouvent parfois même, d'ailleurs nous-mêmes, notre fratrie, là, autour de ce secret qui a du mal un peu à cohabiter, ils ont du mal parce qu'on sent qu'il se passe quelque chose. Ils rient, on rit, nous, entre nous aussi sur scène. L'auteur amène ça, il y a des moments de rire qui sont salvateurs, sinon c'est insupportable. Et c'est vraiment ça aussi dont on parle après. Mais d'ailleurs, finalement, ce qui est presque plus lourd pour chacun des membres de cette famille, c'est plus le secret que la mort de la mère elle-même, finalement. Complètement. Mais parce qu'il s'y était fait. Tout ce que la mort engendre, parce ça que, remue. comme tu le disais, elle part en laissant quelques petits cadavres dans le placard. Mal emballés. C'est ça. Voilà. Et en fait, c'est presque plus ça, parce que finalement, d'ailleurs, il y a même une scène dans la pièce où mon personnage pète un peu les plombs, parce que eux, c'est comme si elles n'existaient plus. Au bout d'un moment, ils se parlent de choses totalement anodines, de leurs pneus de voiture, du rendez-vous chez le médecin, de la tourte qu'ils vont faire pour le... Donc, finalement, ils oublient complètement la présence de Score, qui devient presque anecdotique. Ils continuent à vivre leur vie autour de la mort. Mais finalement, est-ce que c'est pas ça la vie aussi ? C'est que passé la période de deuil, la vie est plus forte. Et finalement, c'est ça aussi qui est beau. C'est que la vie est toujours plus forte. Ouais. Oui, et puis quand on a été confronté à la mort, ou qu'on a dû voir le corps de quelqu'un qu'on a aimé décédé, parfois des gens choisissent de ne pas le voir, d'autres choisissent de le voir. D'ailleurs, on a toujours ce rapport un peu compliqué. On ne sait pas comment se comporter, pourquoi je n'y suis pas allé. On se dit, est-ce que c'est un manque de courage ? On a tous un rapport d'un seul coup. C'est très particulier ce moment. Et c'est vrai que là, nous, on est tous autour. Encore une fois, on ne devrait pas y être dans cette morgue. On a un peu forcé le passage. Mais ça crée, effectivement, on s'en éloigne, c'est très bizarre. Mais le corps est présent, c'est vrai, c'est un des personnages. Il est tout aussi vivant que ceux qu'il y a autour. Mais
Ouais. Avant de marquer notre seconde coupure musicale, on va faire un petit quiz. Ouais. Voilà. Un quiz Halloween, c'est ça parce que Alors c'est un Oui, quiz, c'est voilà. Halloween, Alors, Qu'est-ce pas qu'il pour- nous a pas préparé, pour- Nadia Alors là, j'ai fait un petit peu plus soft. Donc là, puisque vous venez de vendre une pièce qui s'appelle La Nuit où Laurier Gaudreau s'est réveillé, je vais vous donner des titres de films et vous allez me dire où il y a le mot nuit dedans, bien sûr, et vous allez me dire si ça existe ou pas. Donc il y en a qui sortent de mon cerveau, il y en a qui existent vraiment. Oula. Les Dents de la Nuit. Non. Ah, ça pourrait être un piège, attention. Les Dents de la Nuit, non. Non. Bah pourtant, s'il existe ce film. alors. C'est un film qui existe avec Vincent Dezania, Patrick Mills, Sam Carman, Frédéric Ah, c'est Bell. une C'est parodie, une comédie alors. française. Ah oui. C'est une C'est pas les comédie dents de la française. mer, c'est les dents de la nuit. C'est une comédie française autour des vampires. Ah. Ouais. Ah si, ça existe. Ah oui, mais je l'ai vu. En plus, Si, je me souviens pas je me souvenais pas du titre, mais je me souviens. C'était assez drôle d'ailleurs. Ouais, C'est mais il une était espèce très de drôle, ce film. bizarrerie, Complètement décalé. Oui, je vois très bien. la Nuit du chasseur. Oui. Oui, avec le fameux Robert Mitchum. Ouais. C'est Robert Mitchum, j'ai pas du tout. Nous sommes la nuit. Ouais, c'est beau. Allez. C'est joli, mais je dirais non. Moi, je signe. Eh ben si, ce film existe. C'est un film allemand. Donc c'est peut-être pour ça Sehr que. gut. Aria. Oui, mais c'est mignon comme titre, j'ai bien aimé. Moi, La Nuit des Morts Vivants. Bon, Oui. classique, oui. Avec Halloween, oui. Donc, tellement facile que ça existe. Voilà. Série noire pour une nuit blanche. Ah oui. Oh. Ça me dit quelque chose. En tout cas, si ça Série n'existe noire, pas, c'est un c'est bon sûr. titre. Série noire, ça existe. Série noire pour une Et nuit série blanche. Ça me Ouais, dit ça, quelque c'est chose, pas mal. moi. Eh ben ça existe. Allez. C'est un film américain de John Landis qui date de 85. Ouais. Nuit blanche, tout Oui. simplement. Ah bah oui. C'est un film français, ça. Voilà. Avec Je m'en Vanessa souviens, avec Paradis. Vanessa Paradis. Exactement. Ça a marqué mon adolescence. Ton adolescence 2011 Il a 13 ans le film. Nuit blanche. Noces Ah bah, je blanches, confonds. noces je blanches. confonds. Noces blanches. Il nous ment vraiment sur son âge. Oui, oui, C'est voilà. quoi Nuit blanche Alors, Nuit Nuit blanche, c'est un film avec Thomas Sisley. Ah oui, et- pardon. pas Non, Vanessa Noces Paradis, blanches. c'est Oui. Noces blanches. Il Ah oui, rajeunit au ça. fil de l'émission. Avec Thomas Sisley et Julien Boisselier. Gaël et moi, on était sur le mauvais On film. était sur Noces blanches. ouais. Ah oui, d'accord. Oui. Et il n'y a pas de nuit dedans en plus. Je viens de Non, dire qu'il y a les n'importe mots quoi. nuit dedans. Il y a Voilà. la- Les invités ne suivent plus l'émission. c'est Non. vraiment- Bon, Les Griffes de la Nuit. Oui, Freddy Krueger. Un classique, Ah oui. bien sûr. Les Forts Bancs de la Nuit. Non. Je dirais tellement non parce bête qu'il y a que je beaucoup dis de oui. oui. Oh, les Forbans, on fait tellement. Les Non, ils n'ont pas Forbans. fait de film, les Forbans. C'était un groupe. Non. Non. Bah si, ça existe. C'est un film qui date de 1950 Oh là avec là. Richard Widmark. Eh. Eh oui. Les Passagers de la Nuit. Oui. Non, c'est les passagers de l'aube. Non, c'est Les Ah, il y a Passagers les de la deux. Nuit. Ok. Ça existe. C'est un film avec Humphrey Bogart. Ok. Voilà. Les Contes de la Nuit. Oui. Ça pourrait. Allez, oui, parce qu'il n'y a que des oui. Non. Bah, c'est un film d'animation qui a été En fait, il a très fait reconnu en que 2000. En des oui. fait, c'est En ça fait, la il a Non, pas bah dit. non, je dis non, Je non, croyais bah que non, t'avais je dis non imaginé depuis des tout à trucs, l'heure. rien Je dis du non tout. depuis non, j'ai dit des trucs non depuis tout à l'heure, pas vrai. Une nuit entre toi et moi. Bon. Je sais pas si ça existe, mais j'irai pas le voir. Non, ça donne pas envie. Non, mais Ça donne pas ça envie, doit c'est exister. sympa. C'est grave ça. C'est peut-être un film érotique, je sais pas. Non. Non, ça n'existe pas, ça c'est moi qui viens de l'inventer. Ah bah merde, désolé. Voilà. Nadir a des messages à passer, Voilà. visiblement. Comédie érotique d'une nuit d'été. Bon, Ah, Non. Oui, certainement. Non, C'est nul. Oui, non. non, c'est Songe d'une nuit d'été. oui, mais ça empêche ça. Ça existe, c'est un film de Woody Allen en plus. Mal traduit, mal traduit. Ah bah je peux. Alors, avant-dernier, Le jour et la nuit. Oui. Oui, c'est facile. Alors là, les. Non, Bah, je trouve ça tellement bête. Ouais, c'est ça. Enfin bon. non. Bah si, ça existe, c'est un film de Bernard-Henri Lévy en plus. Ah bah. Avec Alain Delon. Avec Alain Delon. Ceci C'est le seul explique film qui a fait cela. Bernard-Henri Lévy. D'ailleurs, petite Avec Ariel anecdote, Dombal. on a une anecdote avec Alain Delon. Ah. Oh. Ah bon Ah oui. Ah. Bah oui. Bah On a raconte-la. une anecdote. Ah bah avec alors Alain vas-y, Delon. je t'en prie. Oui, vas-y. En fait, à un moment donné, la sœur fait référence à quelqu'un. Elle dit, je trouve que cet artiste vieillit mal. N'est-ce pas, dans la pièce à un moment Oui. donné. Oui. En fait, au début, c'était je trouve qu'Alain Delon vieillit Ah. mal. Sauf qu'il est mort. entre-temps. Ah bah oui. Oui, du coup, il vieillit mal. on Ah oui, est ça content. marche moins donc, bien. Donc, Il a fallu changer. Michel Marc Ah a ouais. dû trouver Donc, si vous autre voulez chose. savoir quel Ah là là. Quel artiste a dont, remplacé Alain dont Chantal Delon pense qu'il vieillit mal, venez voir le spectacle. En plus, je Quel me souviens de teasing. cette réplique, mais je me souviens plus de la personne. Bon, vous n'avez Ah, pas été. On te le dira pas, tu Ouais. reviendras. Ouais, il faudra Je t'ai revenir coupé voir dans le ton spectacle. quiz. Non, mais je t'en prie. Et le dernier, j'allais dire la nuit. Non, il était La nuit nul, où j'allais- Laurier Gaudreau s'est réveillé. Non, j'allais dire c'est rendormi. On va marquer notre dernière pause musicale et on se retrouve tout de suite avec nos chers invités. À tout de suite. Et nous sommes de retour pour les dernières émissions d'Encre et des Arts
Baptiste, toujours accompagné de Gaël, de David, de Mélina et d'Élise. Les dernières minutes plutôt que les dernières émissions. Les dernières minutes de l'émission, pardon. Je fais 50 000 trucs en même temps. Avant que ce soit terminé, je peux dire quelque chose? Mais bien sûr, je t'en prie, David. C'est l'anniversaire de Gaël. Mais justement, bon anniversaire. Mais justement, en fait, je voulais dire ça parce que oui, aujourd'hui, mais t'as bien fait de me le dire, David. Aujourd'hui, oui, c'est l'anniversaire de notre cher invité, Gaël. C'est aussi pour ça que j'ai fait venir. Et j'ai été chercher ce petit cadeau pour fêter l'anniversaire de Gaël. Alors, pour tout vous dire, ce sont des macarons. Voilà, donc nous sommes à la radio et vous n'avez toujours pas l'image. Et voilà. Voilà. Pas le nombre d'acteurs qu'on est sur scène. Ou alors de chroniqueurs, de gens présents dans une salle. J'allais dire, vous êtes plus nombreux qu'il n'y paraît. J'allais dire, vous êtes plus nombreux qu'il y paraît sur le plateau, quand même, si on compte le nombre de macarons. Oui, non, mais non, on a des cadavres dans le placard, c'est toi-même qui le disais. Ah bah oui, en Merci effet. Alors vu qu'il faut quand même chanter joyeux anniversaire, mais que nous sommes dans un studio, on ne peut pas le faire. On va le faire en ASMR. Joyeux anniversaire, joyeux anniversaire, joyeux anniversaire, Gaël, joyeux anniversaire. Et nous sommes plus à Paris, nous sommes à Avignon maintenant. C'est une belle journée qui commence. Et d'ailleurs, si vous voulez venir voir le spectacle ce soir, il reste quelques places. À 21h surtout. On fêtera l'anniversaire de Gaël après. Ah bah oui. Donc, surtout, surtout. C'est moi qui avec des macarons. Faut venir Il n'y en aura avec peut-être pas pour tout le monde. Non, je vais les couper en 12. Spectateurs, vous venez avec vos macarons, vous venez avec vos gâteaux pour fêter l'anniversaire de Gaël en beauté. Donc, ce soir à 21h au Théâtre Tristan Bernard, la nuit où Laurier Gaudreau s'est réveillé. Une pièce de Michel-Marc Bouchard avec Gaël, avec David, avec Marie Montoya, Benjamin Penamaria, Julien Personas et Margot Vandenplatz dans une mise en scène de Didier Brengars. Je me trompe pas dans les Brengars, pardon. Voilà. Une très belle mise en scène de Didier. Alors, pour son retour, elle nous a fait une petite chronique de son cru. Donc, vas-y, Élise, montre-nous ton cru. Ouais, je voulais partager. Voilà, oyez, chers auditeurs. En fait, je voulais partager avec vous une grande nouvelle. Ça y est. J'ai un hater. Félicitations. Ah là là. Bon, en vrai, c'est un baby hater, hein, mais j'aspire à plus. Il a 6 mois. Non, mais il n'est pas encore assez énervé, mais tu vois, j'y crois. Il va se chauffer. En tout cas, je suis en train de tout faire pour bien le vénère. Alors, l'incident déclencheur, à la raison de sa colère, j'ai osé l'écriture inclusive sur un post pour mon spectacle. Et a priori, ça, c'est un outrage pour le gars. Voilà, il a appelé au boycott direct. Next. Ouais, il nous a fait un gros caca nerveux pour 2 petits points. Comme c'est 2 petites balls. Oui, c'est comme ça avec Élise, faut s'y faire. T'as vu, je vais faire en sorte de pas faire un seul gros mot dans cette chronique. Tu vas édulcorer ta chronique. C'est moi qui les aurais fait du coup. Oui, voilà, il y a eu le quota, non mais... Bref, il est fragile, moi, mon hater. Mais j'ai une bonne nouvelle pour toi, cher hater, si tu m'écoutes. Comme je suis très inclusive, même les cons ont le droit de venir me voir sur scène. Je t'attends avec impatience. Bon, du coup, je me suis renseignée sur les haters. Peut-être que vous avez déjà connu ça aussi. Hein, c'est ces êtres fabuleux qui te critiquent à longueur de journée, mais derrière leur écran. Hein, des super-héros de l'anonymat, mais version chiffon trempé. Tu vois le genre. Hein. Ils te lâchent des sales bip dans les commentaires, mais en vrai, quand tu les croises, ils te disent bonjour d'une voix de hamster enrhumé. Tiens les gars, ils te trouvaient moche, mais maintenant qu'il est en face de toi, t'as l'impression qu'il préférait t'offrir un gros câlin plutôt qu'un gros clash. Moi j'ai une théorie, grand clavier, petite bip. Bip. Mais en fait, derrière leur ordi, tu vois, c'est Booba, le gars. Et quand tu le croises en vrai, c'est un demi-frère Lebrun. Ouais. Pas le même délire. D'ailleurs, moi, mon hater, il ne pense pas du tout être un modèle sans bip. Non, il se justifie. Il m'a dit, quand on s'investit dans des causes à défendre, on le fait anonymement et en toute discrétion, sinon on fait du marketing. Ok, donc mon gars, si je suis ton raisonnement, tant que tu restes anonyme, t'as le droit de dire mort au... Choisissez la minorité qui vous fait plaisir. Mort au con. Mort au con, par exemple. Donc, c'est pas de la propagande nazie, homophobe ou raciste, hein, selon ce que tu as choisi. Non, c'est juste de l'incitation à la haine. Donc, ça passe. Crème. N'empêche, hein, vous avez vu, mon hater, il s'exprime bien. Hein. Ouais, c'est pas un gros cassos. Hein. On a les haters qu'on mérite, j'ai envie de dire. Mais le plus fascinant avec les haters, c'est qu'en fait, ils passent leur temps à te suivre. Alors que leur premier commentaire, c'était ta vidéo, c'est de la merde, j'ai perdu 3 minutes de ma vie. Mais quand même, son temps, il est tellement précieux qu'il continue de regarder tout ce que tu fais. Tu vois, il connaît mieux ta vie que ton psy. Et genre, t'es vraiment nul. Mais je vais quand même regarder ta prochaine vidéo juste pour en être bien sûr. Très bizarre comme concept. Ils te détestent, mais ne peuvent pas se passer de toi. Très chelou.
Et moi là, je peux pas m'empêcher d'avoir une petite pensée pour ces stars qui en prennent plein la gueule juste parce qu'elles existent. Moi, je les envie. Genre Adèle. Adèle, quand elle a perdu du poids, bim, avalanche de haters. Oh bah non, elle est plus la même. Nous on l'aimait bien quand elle était grosse. C'est quoi le projet? Parce que quand elle avait du poids, on lui disait qu'elle devait maigrir, et maintenant qu'elle le fait, ça devient un problème. Non, décidez-vous les gars. C'est critique, c'est comme commander un menu au fast-food et dire que les frites elles sont trop frites et trop grasses. Vous êtes chiants les gars. Mais bon, moi à mon niveau, je vous cache pas que mon hater c'est du pipi de chat. Alors que moi tu vois Nadir, je veux prendre un flot géant de femme fontaine sur la gueule. Tu vois, je veux et j'y travaille. Je vous avais prévenu. Mais non, mais moi tu me connais, je travaille. Oui, mais pas nos invités. Bonjour. Non, parce qu'en fait moi. J'adore ça, les haters. Pas question de les ignorer, de les signaler, ou surtout pas de les bloquer. Hein. Non, moi je veux jouer avec eux. Parce qu'au jeu du qui est le plus con qui aura le dernier mot, je vais être dur à battre, hein, l'ami, je te signale. Cher hater, s'il faut poser des RTT du job que j'ai pas pour avoir le temps de te répondre, je le ferai, avec grand plaisir. Puis, soyons clairs, avoir des haters, c'est le signe que t'es en train de monter. Hein, parce que franchement, si personne te déteste, c'est probablement que personne te connaît. Et ça, c'est bien pire que la plus violente des critiques. D'ailleurs, comme disait Oscar Wilde, il n'y a qu'une chose pire que d'être critiqué, c'est d'être ignoré. Et comme disait mon père, mais il était toujours bourré. En fait, les haters, c'est comme les moustiques en été. Tu vois, ça te pique, ça te fait chier, mais à la fin, ça te rappelle juste que t'es bien vivant. Alors, chers haters et autres petites bip, en mode d'attention, merci par avance de vous défouler. Parlez de moi, ça va vous faire du bien. Moi, ça va me faire marrer surtout. Ça me fera de la pub gratos. Hein. Allez, bisous sur vos fesses gauches. Merci beaucoup. Pardon, mais j'ai envie de réagir immédiatement parce que ça m'intéresse, parce que c'est très courageux ce qu'elle dit. On est en 2024, elle parle des haters. Mais c'est un peu ce qui se passe aussi dans La Nuit où Laurier-Gaudreau s'est réveillé. C'est à un endroit ce qui mène au secret. Le racisme, l'homophobie, l'intolérance. Ce qui peut mener un homme, en l'occurrence, à cacher quelque chose, ou une femme à cacher quelque chose dans des petites villes, et qui font qu'on s'enfonce dans le mensonge et dans le drame familial. Et ça existe encore, malheureusement. Moi, j'ai une toute petite ville, et je sais que voilà, j'ai grandi un peu différent des autres, et que c'est vraiment pas simple, malgré tout, même encore aujourd'hui. Et c'est très courageux de faire une chronique comme ça, mais tout le monde n'a pas cette force, et parfois les gens s'enfoncent dans le mensonge. Et malheureusement, ne vivent pas leur vie, passent à côté de leur vie, parce que, à cause de l'intolérance, de toutes les phobies qu'il faut combattre. Et la pièce évoque aussi ces sujets. Et c'est très important. Donc, si vous voulez voir aussi une pièce sur ça, sur les drames et les conséquences des phobies et de l'intolérance, c'est une pièce qui peut vous intéresser. Non, mais tu as tout à fait raison. Moi, je suis encore choqué parce qu'elle a quand même cité Oscar Wilde dans sa chronique. On a pas cité Salvador Dali qui disait qu'on parle de moi en bien ou en mal, pourvu qu'on parle de moi. Ouais, non, mais Oscar Wilde sortant de la bouche d'Élise, ça fait bizarre. Je veux te nommer Patrick Sébastien la semaine prochaine, t'inquiète. C'est génial. On l'avait jamais vu cette imitation. Si, je l'ai déjà fait. Si. T'étais pas là, ou t'étais bourré. C'est possible. T'étais bourré. Oui, pardon, excuse-moi, je t'ai coupé, David, mais c'est vrai que, en fait, on disait depuis tout à l'heure, on parle de la mort, on parle des secrets de famille, mais en fait, il n'y a pas que des secrets de famille. Il y a plein de choses qui sont racontées dans ce spectacle. On ne peut pas parler de tout parce qu'on en dévoilerait une grosse partie. Mais moi aussi, ce que j'ai beaucoup aimé dans ce spectacle, et c'est peut-être l'un des seuls trucs que j'ai pu dire à Yael après la pièce, c'est que quand on vous voit tous les 6 sur scène, y compris Margot, même si elle a un rôle un petit peu éloigné de cette fratrie. Tellement important. Mais oui, bien sûr. C'est qu'on sent, au-delà d'une symbiose entre vous, on a l'impression que c'est une vraie famille qu'on a en face de soi. Pas parce que vous êtes de très bons comédiens, mais parce que le thème et vos interprétations sont tellement intenses qu'on a l'impression d'être vraiment face à une famille. On n'a pas la sensation d'être devant une pièce de théâtre. On est vraiment face à une famille. Et c'est peut-être pour ça aussi que ça plaît au public, parce qu'ils se reconnaissent peut-être un petit peu dans ces personnages. Peut-être pas dans les histoires, mais dans ces personnages-là de frères et sœurs. C'est chouette ce que tu dis, parce qu'en plus, on fait famille, à côté. C'est-à-dire que vraiment... pour pouvoir jouer cette pièce et avec l'intensité qu'on fait au mieux pour donner chaque soir, on a besoin de s'aimer
très fort à côté. Et je crois que c'est ce qu'on... C'est fou, mais ça paraît... vous devez souvent entendre ça, mais c'est aussi le propre du théâtre. On trouve parfois des familles, et là, on en a trouvé une très belle, et c'est vrai, c'est pas un mensonge. Et puis, on a tous rendez-vous avec nos personnages, avec des rôles, avec un endroit précis de notre vie, et ce projet est né de ça aussi, de la passion, de l'envie de monter, de jouer ces personnages, et avec Benjamin Penamaria, Julien Persona, Margot Van Den Plas, Marie Montoya, Gaël et moi, et Didier Bringart en fait partie, et même les régisseurs, même notre habilleuse. Oui, avec toute la technique qu'il y a sur une espèce de truc comme ça, on a hâte d'y aller là ce soir, de se retrouver, on a hâte de fêter l'anniversaire d'un des membres de la famille. Sur scène, on veut pas que ça s'arrête, vraiment on veut que ça dure le plus longtemps possible. S'il y a un gâteau, je reviens ce soir, moi je vous connais 5 fois par semaine. Ou des macarons, Ça soude, c'est 5 fois par vrai. semaine. Oui, vous êtes 1h40 en plus. Voilà, c'est pas une petite. Enfin, c'est ça, c'est 1h40. Oui, c'est 1h40. C'est ça, oui. 5 fois Tout à par fait. semaine. Mais ça pourrait aussi être juste un moment où on se retrouve sur scène et puis voilà, on raconte l'histoire et puis on voit. Mais là, il y a vraiment quelque chose. Et en plus, chacun avec des personnalités très fortes, c'est vrai. C'est-à-dire que je pense que chacun, quand tu dis que chacun a rendez-vous avec un personnage, c'est que chacun a quelque chose qui se rejoint avec son personnage. Puis le propre des grands textes, chaque soir on y retourne, c'est ça. Souvent les gens nous disent mais on n'est pas marre de jouer, vous jouez. Non, tous les soirs c'est différent et tous les soirs on trouve des nouvelles couches, des nouvelles choses, des nouvelles nuances. On parle encore de nos histoires. On se dit mais je veux bien. On comprend même des choses alors qu'on a déjà joué 30 fois sur le parcours de nos personnages, où ils étaient à cet endroit-là. Mais oui, c'était ça. Ça me permet d'ajouter ça. Alors c'est dans notre tête, c'est entre nous. Le spectateur le perçoit pas forcément, mais du coup c'est très excitant. C'est vraiment c'est 1h40 vraiment c'est passionnel ce spectacle. C'est de l'émotion pure et dure. Merci Gaël et merci David d'être venus avec nous ce matin. Donc je rappelle La Nuit où Laurier Gaudreau s'est réveillé de Michel-Marc Bouchard, mis en scène par Didier Bringart, avec Gaël, avec David, avec Marie Montoya, Benjamin Penamaria, Julien Personnaz, Margot Van Den Plas, au théâtre Tristan Bernard à Paris du mardi au samedi à 21h. C'est jusqu'à quand que vous jouez ? Pour l'instant, jusqu'au mois de décembre. Oui, la date précise, elle n'est pas déterminée, mais c'est simplement parce qu'il y a les fêtes, il y a des trucs de production qui ne nous regardent pas, mais nous, on est là encore un peu. Jusqu'à fin décembre. Jusqu'au 21 décembre. Jusqu'au 21 décembre, donc courez. En tout cas, dans ce théâtre. Oui, en tout cas, oui. Parce que nous, on souhaite que ça continue ailleurs, on l'appelle de tous nos voeux. La rentrée théâtrale n'est jamais facile, il y a beaucoup de spectacles à Paris, on n'est pas connu. C'est un auteur dont tu viens de parler qui n'est pas nécessairement très connu, à part Tom à la ferme, etc. Donc je vous invite à être curieux et à venir être mais soyez curieux pour une pièce aussi forte et passionné aussi dès maintenant. Merci beaucoup Yael, merci beaucoup Marc, à vous tous. Merci. Quant à nous, on vous souhaite une agréable journée et on se retrouve exceptionnellement vendredi 1er novembre parce que là on fera 4 heures d'émission en direct dans le cadre des 48 heures non-stop de Speed Radio. Donc on vous attend très nombreux avec beaucoup d'invités, beaucoup de chroniques, beaucoup de jeux. On va déconner, on sera dans un plateau qui sera complètement différent d'ici. Bonne journée à tous et surtout prenez soin de vous.